Marie? Ça va. Comment on se sent alors? Est-ce qu'on est toujours en colère? On est toujours révolté par rapport à ce qui se passe? Puis après, on reviendra bien sûr sur les débuts. Bah ouais, bah je suis pire que révolté, c'est que je suis, comme tout le monde, un peu prostré. Sauf que moi, je sors de chez moi pour répondre à tes questions, mais je suis étonné par le silence assourdissant. J'aime bien associer ces deux mots-là. Le silence assourdissant des gens qui sont malmenés, torturés, et qui se laissent faire et qui vont à l'abattoir comme des moutons. Comment vous expliquez cet attentisme et se laisser faire, en fait, en quelque Eh bien, sorte? c'est que à partir du moment où on dit à quelqu'un vous allez mourir, le mec il est d'accord à peu près pour tout, quoi. N'importe quel milliardaire, si tu lui dis contre toute ta fortune, tu vas vivre un an de plus, par exemple, bah il paye. Comment vous avez vécu ce confinement? Moi, je le vis très mal au jour le jour. Je me lève chaque matin en me disant on est aujourd'hui ou hier? Parce que ça se ressemble tellement. On ne sait plus exactement et c'est donc voulu. On entretient cette peur viscérale et c'est comme ça qu'on manipule et qu'on dirige un grand groupe de gens, quoi. C'est par la terreur et la peur. Ça fait un an que cet événement mondial, historique, du jamais vu, du jamais fait, et il n'y a eu aucune enquête. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant de silence, notamment de la part des artistes quand même? Parce que vous avez une sensibilité, vous sentez les choses. C'est-à-dire, moi, non seulement j'estime que je suis un artiste, bien sûr, mais j'estime que je fais partie du personnel soignant. Tu vois, j'aimerais qu'on applaudisse des artistes comme moi à 20h, qu'on se mette à la fenêtre pour les applaudir, parce que nous, on est censé distraire les gens, on est censé leur apprendre que tout ça est très relatif. On est censé leur dire que notre dernier recours, notre dernier espace de liberté, c'est de pouvoir rire. On ne peut rire que de tout. La phrase n'est pas de moi, elle est de Benoît de Lépine et Gustave Kerven. Je trouve cette réponse à la sempiternelle question « peut-on rire de tout ?» Justement, on ne peut rire que de tout, et y compris de la mort qui, soi-disant, menace de venir nous faucher d'un moment à l'autre, quoi. Elle nous émascule, si tu veux, cette peur, et elle nous tétanise, et tout simplement, elle nous empêche de sortir et de brailler dehors en disant « allez tous vous faire enculer ». Et moi, je suis désolé, mais je suis désolé pour vous, mais moi, je n'ai pas peur. Tant pis, une autre fois peut-être, mais pas là, pas peur. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter notre invitation, qui est pas simple, parce que quand on parle de hold-up, oh là là, les complotistes. J'ai vu le film qui m'a énormément plu et je me suis dit, comme certains le disent à mon sujet, ah, enfin, il y a quelqu'un qui sort ses couilles, tu vois, et puis qui nous dit les choses, puisque nous sommes contraints de fermer notre gueule. Nous sommes dans une dictature qui fait que, par exemple, un mec comme moi qui a son Facebook qui est bloqué toutes les 48 heures, en fait, ils ont trouvé un autre moyen, ils me l'ont un peu étranglé. C'est-à-dire, au lieu de toucher mon million d'abonnés, j'en touche plus que 100 000. Donc, je suis obligé de faire mes blagues, de distraire les gens sur d'autres Facebook, comme par exemple celui des grosses têtes, RTL, les grosses têtes. Et là, mes blagues font à nouveau 3 et 4 millions. Mais quand c'est moi qui suis sur mon Facebook, elles ne font plus que 200 000. C'est très bizarre. Donc, c'est très dur d'être bâillonné comme ça. Et tout le monde et tous mes amis que je connais me disent « mais pourquoi on ne bouge pas ?» Je dis parce que effectivement c'est la vérité, on ne bouge pas. Donc moi ce matin je me suis levé et je me suis dit je vais répondre à tes questions parce que moi j'ai envie de bouger et d'essayer d'inciter, comme tous ces gens formidables que sont le professeur Raoult, le professeur Perron, par exemple, pour qui j'ai énormément d'admiration quand même. Ces mecs qui ont eu le courage de s'exprimer et à qui
on a coupé les couilles immédiatement, on les a virés de partout, tu vois. Je ne peux pas, moi, accepter de vivre dans un pays où un docteur, par exemple, qui utilise, parce qu'on a des traitements pour ce Covid, ils sont nombreux, on a des traitements qui marchent, le couplement, normalement, d'antibiotiques, par exemple, le protocole du professeur Raoult, c'est azithromycine et hydroxychloroquine, mais le docteur Sabine Pagliard-Franco, elle prend l'azithromycine aussi, et un autre antibiotique de la famille des C3G, hein, je ne suis pas médecin, mais et elle a des résultats étonnants, elle a soigné 2000 personnes, 0 mort, une seule personne est allée à l'hôpital. Le Conseil de l'Ordre, tu te rends compte, a téléphoné à ce docteur en lui disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Et elle a dit « Je soigne les gens. Le serment d'Hippocrate, ça vous dit quelque chose ? Je soigne les gens. » Il dit « Mais non, madame, faut pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez donner du Doliprane, point, et de dire aux gens « Rentrez chez vous !» On a zappé nos médecins traitants. Nos médecins traitants qui sont ceux qui connaissent le mieux leurs patients depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. On les a mis sur la touche. On leur dit, vous restez dehors. Tu te rends compte ? C'est un crime organisé. Ça, c'est vraiment terrifiant. C'est ça la dictature. C'est-à-dire, les députés se soignent. On l'a vu en vidéo, hein, le gouvernement a commandé 70 kilos d'hydroxychloroquine en fût. On voit les fûts, on voit le destinataire, machin, la commande et tout a été filmé. Personne d'ailleurs ne le conteste. Et moi je vais vous balancer un truc qui va vous faire plaisir, c'est quand j'ai le président au téléphone, pendant le temps encore où on se parle un peu, parce qu'après j'ai été zappé, mais je lui ai dit, franchement, avec mon franc-parler, j'ai dit, président, franchement, vous attrapez le Covid, est-ce que vous faites le protocole du professeur Raoult? Il m'a dit bien sûr, le jour même. Et, alors ça je ne le sais pas, j'en ai pas la preuve, vraisemblablement il a attrapé le Covid, mais je pense qu'il a dû bénéficier lui aussi de ce protocole. Donc comment on peut interdire le 16 janvier, pas celui-là, le 16 janvier 2020, comment est-ce que Agnès Buzyn, qui a du sang sur les mains, je le répète, se permet d'interdire l'hydroxychloroquine, sa prescription, de classer l'hydroxychloroquine au rang de médicament vénéneux, au tableau C de la pharmacie? Comment peut-elle faire ça? Elle est très emmerdée, Agnès Buzyn, quand on lui pose des questions, tu sais, à l'Assemblée. Quand on l'a questionnée, on voit bien, elle décroise les jambes, elle ne sait plus où se mettre. Et elle finit par répondre qu'elle a fait ça par le principe de précaution. Et on la comprend, Agnès Buzyn, il fallait vraiment avoir un principe de précaution, puisqu'il y avait juste 2 milliards de personnes qui utilisent l'hydroxychloroquine depuis 70 ans. Ça suffit pas comme test. Il faut quand même avoir un principe de précaution, Agnès Buzyn. Comment vous voyez la suite des événements avec Je vois la suite des événements d'une manière très pessimiste, parce que on a l'impression que même ceux qui nous infligent ces tortures ne se rendent pas compte qu'ils vont eux aussi se faire manger par un Pac-Man énorme qui s'appelle l'effondrement économique de la planète. Et l'effondrement économique de la planète, c'est pas 3 morts, ou 300, ou 3000, ou 3 millions de morts, c'est des milliards de morts. C'est-à-dire, en ce moment, cette épée de Damoclès pèse 3 milliards de morts. C'est presque à se demander si on n'a pas envie de se débarrasser de la moitié de l'humanité. Pourquoi pas, puisque les très très riches, les quelques dizaines de milliers de personnes qui possèdent toute la fortune de la planète, eux, ils pètent dans la soie, ça ne change rien pour eux. Et puis, il y a 3,5 milliards de personnes sur la Terre qui ne sont que des estomacs à remplir et qui gueulent en plus. Ils gueulent, ils défilent, ils gueulent, ils font chier. On serait peut-être mieux avec 3,5 milliards d'êtres humains en moins sur la planète. On est
7 milliards, c'est déjà trop. Bientôt, ce sera 10 milliards, ça ne sera pas jouable de toute façon. Ça, c'est incontestable. Le point de vue démographique est incontestable. Et donc, vraisemblablement, s'il y a un effondrement, ce que je crains, qui peut arriver d'un moment à l'autre, c'est pas un petit tsunami avec la mer qui monte de 3-4 mètres. Non, ça va être terrifiant. La machine à fabriquer les billets va évidemment orchestrer tout ça, puisqu'il va falloir payer, parce qu'on ne gagne plus rien et qu'il faut continuer à payer. Donc le monde entier va être en dette. Quand l'économie va s'écrouler, là, il y aura un manque de tout, quoi. C'est-à-dire un manque d'eau. On manquera d'eau, tout ce qui va se précipiter sur l'humanité risque de la réduire à néant. On est très loin du virus, des vaccins, de tout ça. Là, on prend un risque absolument apocalyptique et personne ne s'en soucie. C'est-à-dire même en haut lieu, ils jouent avec un feu qui va les consumer. Et ils ne s'en rendent pas compte. Donc, avant de mourir, c'est pas mal de se mettre debout. Hein. On vous a entendu debout et très remonté sur France Bleu. Oui. Parlez-nous un petit peu de l'intérieur, puisque vous fréquentez les médias mainstream, que ce soit à la télévision, à la radio. Votre position claire et affirmée par rapport à la situation, est-ce que ça vous a pas valu des bâtons, des portes qui se sont fermées? Comment vous l'avez vécu, ça, un petit peu? Moi, ce que j'ai vécu, c'est que, évidemment, tu te retrouves placardisé, quoi. C'est-à-dire que tu peux ni t'exprimer, ni jouer. Pourquoi est-ce que des mecs comme moi peuvent pas aller sur scène pour jouer? C'est trop dangereux pour nos gouvernants, parce que nous, les humoristes notamment, qui encore une fois faisant partie du personnel soignant, eh bien, nous, non seulement on distrairait les gens, mais on ferait diminuer la peur et les angoisses. Et ça, c'est pas bon pour eux. Eux, ils veulent qu'on continue à trembler de peur. Et on le fait. On le fait parce qu'on a peur de mourir. Rappelons les 600 000 morts que nous avait prévu le président dans le cas où on ne ferait pas exactement ce qu'il fallait qu'on fasse, quoi. 400 000 morts. Ouais, 400 000 morts, mais bon, tu vois, c'était de la grosse rigolade déjà. Ouais, et comment vous voyez un petit peu le rôle des médias dans cette psychose, dans cette ambiance complètement délétère, néfaste, cette peur qui s'imprégnait et qui est en train de ronger toutes nos défenses immunitaires? C'est-à-dire que si tu me demandes ce que je pense des médias, je pense rien du tout. Les médias sont aux ordres. Eux-mêmes n'ont pas la possibilité. Si dans un média quelconque, un journaliste voulait se mettre à ouvrir sa gueule, il serait jeté immédiatement. Tout le monde est aux ordres. Tout le monde subit la terreur et la peur et tout le monde obéit. Il n'y a que, même s'il est déjà trop tard, il n'y a qu'une fois que c'est vraiment foutu ou trop tard, que des gens, juste avant de mourir, diraient « Ah ouais, mais attends, je voulais te dire, trop tard, t'es mort. » Tu sais, ça me fait penser à la médecine chinoise, qui, elle, te soigne pour te prévenir d'un mal que seule la médecine chinoise va voir. Tu sais comment est née la médecine chinoise, l'acupuncture notamment, c'est qu'on savait regarder, par exemple, dans l'oreille, par l'auriculothérapie, on pouvait voir quels étaient des organes malades d'un truc. Donc, et l'histoire de la diffusion de cette médecine chinoise qui était préventive, puisque on paye un médecin pour ne jamais tomber malade en Chine. Alors que nous, on attend d'avoir mal et d'être malade et d'avoir mal depuis des fois plusieurs mois, c'est-à-dire au moment où il est trop tard. Là, on va voir un médecin en lui disant « Vas-y, maintenant, tu peux me guérir, j'accepte de venir parce que j'ai trop mal. » Et l'acupuncture, c'est l'inverse. On prévoit que tu n'attrapes jamais telle ou telle maladie. Donc le médecin du roi, à l'époque, il y a plus de 1000 ans, il est le médecin, il est un précurseur, comme le dit la légende, hein, bien sûr. Il approche le roi de près, il voit qu'il va avoir une maladie. Donc il dit au roi, il faut me consulter, parce que j'ai vu quelque chose qui n'est pas terrible. Vous allez avoir... Il dit non, ça va, je me porte bien, laissez-moi tranquille. Et donc, une fois, deux fois, la troisième fois, il redemande au roi, il dit laissez-moi vous consulter.
j'ai vu ce que j'ai vu la première fois est en train de s'empirer. Vous allez avoir ça, ça et ça. Et l'autre, il dit, mais qui me laisse tranquille, celui-là. Et là, ce grand maître, il dit, je vais quitter le royaume. On lui dit, pourquoi? Il dit, parce que la prochaine fois que le roi va maintenant avoir les vrais symptômes et qu'il va vraiment tomber malade, il va m'appeler pour que je le guérisse, mais malheureusement, c'est trop tard. Donc je préfère m'enfuir avant qu'il me fasse couper la tête. Et bien là, c'est exactement la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on nie les prémices d'une catastrophe planétaire et on continue à avancer comme si de rien n'était. Donc à la fois, nous, les gens, les victimes, et puis nos bourreaux, l'un comme l'autre, on nie cette évidence que, en fait, tout le monde va subir ce choc qui, comme tu le disais tout à l'heure, est unique depuis les hommes préhistoriques, depuis le début des temps. Ce que la planète vit en ce moment est absolument unique. Donc c'est le moment de se mettre debout pendant qu'on peut peut-être encore en sauver quelques-uns d'entre nous. Jean-Marie, est-ce que cette maladie, cette épidémie, est-ce qu'on peut en rire? Et vous êtes, encore une fois, vous êtes là pour nous soigner, pour nous donner des belles choses et nous faire rire. Comment est-ce que vous avez imaginé des sketchs sur la Covid? Parce qu'il y a quand même une matière assez... Et là, on a l'impression que vous êtes tellement énervé que vous avez peut-être du mal à faire rire avec ce sujet, non? Oui, c'est assez dur, mais enfin... on peut injecter l'humour dans absolument tous les cas de figure. Donc c'est très... Vous avez écrit un petit peu? C'est très... Oui, j'ai un petit peu de mal parce que j'ai du mal à être phrase après phrase résolument drôle, parce que le sujet est résolument grave, en fait, quand on parle de l'extinction de la civilisation. J'adorerais... faire sourire un peu la mort avant qu'elle me fauche. Mais c'est vrai que c'est assez dur. C'est assez dur. On peut toujours quand même faire l'effort d'écrire dans ce sens-là, de se moquer des gens qui sont nos bourreaux, parce que faute de pouvoir les vaincre, on peut au moins se foutre de leur gueule. C'est déjà ça, quoi. Et le bourreau n'aime pas trop qu'on se foute de sa gueule, d'ailleurs. Je sais que là, les choses que j'ai dit tout à l'heure, ça va froisser des gens, mais ils seront jugés sévèrement, les Olivier Véran, les Jérôme Salomon, qui pensent qu'on a vraiment bien fait le boulot, Agnès Buzyn, Emmanuel Macron, tout cela seront très sévèrement jugés après la guerre si on va jusqu'après la guerre. Si je m'adressais à eux, je leur dirais allez-y les gars, Emmanuel Macron en premier. Un décret, un seul décret. Vous m'avez parlé, Monsieur le Président, de la balance bénéfice-risque. Bon, risque, on les connaît, on sait, les centaines de milliers de millions de morts sur la planète. Bon, on sait, on a vu les risques. Hein. Les bénéfices, on les a pas encore utilisés. Bon, parce que si on avait traité les gens, par exemple, eh bien, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de morts. Moi, je me dis que le gouvernant qui aura les couilles de dire, eh bien, moi, je signe un décret aujourd'hui, je permets, c'est terrible ce que je vais dire, hein, je permets à nos médecins de ville, nos médecins, à nous, qu'on a depuis des années, je permets aux médecins de traiter les malades comme ils l'entendent, en engageant leur responsabilité. Tu fais ça, et dans 15 jours, il n'y a plus une personne en réanimation. Les bars, les restos, les théâtres, tout le monde rouvre et on retrouve une vie normale. T'as encore la baguette magique dans la main. Et les couilles de décréter ça. Certains pays l'ont fait d'ailleurs, avec énormément de succès, de laisser les médecins traiter les malades. Ça me semble être aussi simple que 2 et 2 font 4, et pourtant ils ne le font pas. Donc il faudrait le coup de baguette magique leur mettre sur le nez, sur la tête, je ne sais pas où, pour que tout d'un coup ils se réveillent et qu'ils disent « Ben oui, j'ai une idée. Et si on soignait les gens ?»
Ce serait pas mal. Je dis, mais enfin, t'es complètement dingue, toi, ou quoi? Mais pourquoi faire? Et les labos? Tu crois qu'ils vont nous donner des milliards, les labos? Si on soigne les gens, oh! Les labos, ils veulent pas soigner les gens. Ils veulent gagner du pognon. Des milliards, si possible. Donc, si par un coup de baguette magique, les gens qui gouvernent encore nous disaient, allez, on va arrêter nos conneries, on va arrêter de fabriquer des vaccins à la va-vite, dont le vaccin qu'il faut conserver à moins 80 ou moins 70 degrés, il y en a un sur 3 qui a rompu la chaîne du froid, qui est donc inutile. Donc le second vaccin sera inutile aussi parce qu'il sera le premier du coup. Et donc on va arrêter toutes ces conneries-là. Les labos, on va leur dire, bah, allez vous faire enculer. Et puis, comme on a des traitements, eh ben, on va laisser nos gentils médecins de ville et de campagne nous soigner. Et puis, on va retrouver une vie normale. Et peut-être qu'on n'a pas scié entièrement encore la branche sur laquelle on est assis. Vous y allez fort, pas par de même, enfin vraiment, voilà, vous rentrez dedans. Et pourtant, vous êtes un personnage à risque. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai plus de 65 ans, je suis diabétique, j'ai une insuffisance cardiaque. Et franchement, je me ferais volontiers, j'en ai même parlé avec le professeur Raoult et son assistant, mais je dis je rêve de m'inoculer le Covid-19 et de me faire traiter par le protocole du professeur Raoult et d'en sortir guéri pour dire, ben, voyez, n'ayez pas trop peur. La mort, ça vous effraie? Non, je ne suis pas effrayé par la mort. C'est ridicule parce que une fois mort, on relativise vraiment beaucoup, tu vois. Donc la mort ne me fait pas peur. Ma disparition m'inquiète, me rend triste. Je ne veux pas me faire embarquer par la mort, déjà comme n'importe quel commun des mortels, mais parce que je ne peux pas abandonner ma famille. J'ai trop de mal à me dire je sors du terrain. Je veux continuer à jouer, je veux continuer à marquer des buts. Donc ça m'ennuie terriblement. La mort par elle-même, je m'en branle. Qu'est-ce qui se dégage de tous les artistes que je connais? C'est la trouille. En fait. Tu vois, des artistes qui ont dit oui, moi je me fais vacciner. Allez les gars, faut tous aller se faire vacciner, tout ça. Ben, moi je me dis que c'est baisser les couleurs un peu vite. Ce que j'entends le plus souvent, c'est ce que dit d'ailleurs dans ton film un des médecins, que tu pourras plus rien faire d'autre que te faire vacciner pour continuer à jouer, pour continuer à essayer d'arranger les choses. Ben, il faudra bien le faire. Si tu peux plus sortir de chez toi, si tu peux plus prendre le train, si on retire tes enfants de l'école parce que t'es pas vacciné, par exemple, ben voilà quoi. Et à tous ceux qui disent mais tu ne penses pas aux autres, tu veux pas te faire vacciner pour protéger les autres, je leur dis mais qui prouve que je ne les protège pas plus en ne me faisant pas vacciner? Qui nous prouve ça? Personne. Qui prouve que de ne pas vouloir être génétiquement, pas prendre le risque d'être génétiquement modifié, est-ce que je ne protège pas plus l'humanité? Je ne suis pas une tomate. On ne me modifie pas génétiquement, monsieur. S'il y avait un mot, une anecdote, une image, un regard à garder de cette épidémie, ça serait quoi? Ce que l'humanité m'épate le plus, c'est avec quelle ardeur elle scie la branche sur laquelle elle est assise. Avec des outils qui coupent de plus en plus vite et de plus en plus fort. Comme si on disait, dépêche-toi, allez, vite, 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 allez, il faut la scier la branche. Regarde ça, ça coupe encore mieux, allez, allons-y. Juste que c'est la branche sur laquelle on est assis. Une petite blagounette pour terminer. La blague qui me vient, c'est que le mec qui va voir son médecin, et son médecin lui dit ben, j'ai deux mauvaises nouvelles. Il dit allez-y. Bon, il dit d'abord vous avez un cancer. Le mec il dit bon d'accord ok. Et il dit et l'autre nouvelle, il dit vous avez en plus, je suis désolé de vous dire ça, vous avez aussi la maladie d'Alzheimer. Et là le mec il fait ah ouf, vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous alliez me dire que j'avais un cancer.
J'ai un message pour tous les jeunes qui se lancent dans le milieu artistique. Hein. Je leur dis, mon message, c'est qu'il va falloir patienter un petit peu. Parce que l'idée pour démarrer dans ce métier, ce serait d'avoir du public. Mais on a retiré aux artistes leur instrument. En fait, notre instrument, quel est l'instrument que nous, par exemple, les humoristes, on fait vibrer? Ça s'appelle le public. Et si on nous retire le public, bah, c'est comme si on retirait les cordes à une guitare. Après, tu peux taper encore un peu dessus, mais tu feras plus de jolies mélodies. Pour tous ceux qui veulent démarrer, je leur dis bon courage, faites-le. J'allais dire au bistrot, même pas, ils sont fermés. Faites-le autour de vous. Levez-vous le matin avec une idée drôle, avec un sujet, avec un début de sketch. Un sketch, c'est une histoire, c'est un livre, c'est un film, c'est un début, un milieu, une fin. Et apprenez-vous à faire cet exercice. Essayez d'être le meilleur raconteur de l'histoire pour les proches, pour ceux qui sont à côté de vous. Faites comme on fait dans la maison des Palabres, en Afrique, qui vit depuis des milliers d'années de la même façon. Il y a une tribu, il y a la maison des Palabres, et dans la maison des Palabres, il y en a un qui est le meilleur raconteur de blagues. Et je vais vous dire ce qui se passe d'ailleurs dans cette maison, c'est qu'il raconte une histoire, toute la tribu est là, et on rigole, il se moque d'un chasseur maladroit qui se prend les pieds dans sa lance, il part, il va essayer de trouver un gibier, puis il se viande, il le loupe et tout le monde est écroulé de rire pendant toute la narration, car c'est la qualité du conteur qui compte. Ce n'est pas ni la blague, ni le sujet, ni l'objet. C'est la qualité du conteur. Bien raconter, susciter l'attention des gens qui sont en face de toi. Et quand le conteur, par tradition, hein, il vient de finir son histoire, tout le monde a rigolé. Eh bien, toute la tribu lui disent « recommence ». Et il recommence la même histoire, en la racontant encore mieux, et en ajoutant des détails. Et toute la tribu rigole aux mêmes endroits et aux nouveaux endroits que le conteur a trouvés, qu'il a créés. Moi, quand je vais raconter une blague aux grosses têtes, je vous jure que je me la raconte 1000 fois, chaque blague. Je la re-raconte parce que je mets un petit silence là. Là, je dis plutôt ça que ça. Et je me la raconte pour qu'elle dégouline comme une rivière, qu'il n'y ait aucun obstacle, que personne ne puisse sortir du courant que j'aurais provoqué. Et quand il n'y a plus rien qui gêne, à ce moment-là, elle devient imparable. Même une blague pourrie, je suis capable de la transformer. Je transforme la merde en Nutella. C'est ce que j'ai dit tout le temps et c'est la qualité du conteur. Donc je vous dirais, en attendant que les salles rouvrent, exercez-vous. Répétez 1000 fois, racontez 1000 fois la même histoire, mais chaque fois un peu mieux. Et chaque fois, vous devez vous dire, à aucun moment, la personne à qui je m'adresse ne doit ou tourner les yeux, ou se gratter un ongle, ou partir, s'échapper. Non. Vers d'autres pensées, non. Il n'y a que toi qui compte. Tu es le roi du monde. Tu es imbattable, tu es indestructible. Quand tu te présentes devant les gens, tu n'es pas là pour leur faire perdre leur temps, pour les faire divaguer. Tu dois tout le temps leur laisser les oreilles dressées et les yeux fixés sur toi. Apprends-toi à faire ça en attendant que les affaires reprennent. Et merde.